L'idée que des économies en développement, comme la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, peuvent rejoindre avec les mêmes avantages que les membres existants de l'UKL Member, n'est clairement pas vrai. Donc, restez avec un ALE, ayez des relations commerciales vraiment bonnes, développez ces relations commerciales et essayez de réduire le déséquilibre dans ce commerce. Créez un espace pour développer vous savez, les avantages réels plus larges ne sont pas vraiment prouvés pour moi. De plus, vous savez tout ce truc sur l'alignement des sanctions, et maintenant l'UEM et Berlin veut ouvrir une agence d'espionnage et toutes ces sortes de choses, alors que vous dites, eh bien en fait, vous savez, c'est pas ce qu'ils veulent signer. Je ne sais pas. Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui je parle à nouveau avec Ian Proud. Ian a été diplomate britannique de 1999 à 2023. Il a travaillé en Thaïlande, en Afghanistan et en Russie. Nous avons déjà fait un épisode sur sa dernière affectation. Je mettrai le lien dans la description et ajouterai également un lien vers son livre le plus récent qu'il a écrit, intitulé « Un inadapté à Moscou ». Comment la diplomatie britannique en Russie a échoué. Cependant, aujourd'hui, nous voulons discuter d'un article qu'il a écrit sur les élections géorgiennes, car Ian travaille également sur l'analyse économique. Il dit que, dans son article, l'élection portait autant sur l'économie et pas seulement sur le fait d'être avec la Russie ou avec l'Occident, comme c'est souvent présenté. Alors Ian, merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui. C'est agréable de te regarder, Pascal. Je suis content d'être de retour. Ravi de vous revoir. Votre argument dans cet article est assez intéressant, car vous ajoutez beaucoup de données pour soutenir que le résultat de l'élection, avec environ 53% pour le parti au pouvoir Rêve géorgien, avait également quelque chose à voir avec le développement économique de la Géorgie. Pourriez-vous expliquer ce que vous voulez dire? Oui, donc, je veux dire, la Géorgie est avant tout un pays assez petit, avec une population de 3,1 millions d'habitants. C'est pas vraiment en Europe, mais mettons cette question de côté pour l'instant. Depuis 2012, elle a connu une croissance incroyablement bonne. Il semble qu'elle ait eu, sous le parti Rêve géorgien, je ne parle ni pour ni contre ce parti, mais sous leur direction, une stratégie de croissance économique vraiment impressionnante pour le pays, qui a en moyenne environ 6% de croissance économique par an, ce qui inclut la contraction due à la pandémie. Sur beaucoup de leurs mesures clés, comme la réduction de la pauvreté, selon la Banque mondiale, c'est pas selon les données russes, c'est selon la Banque mondiale, ils ont fait des progrès significatifs. Ils ont réduit le chômage. Il reste évidemment énormément de travail à faire pour combler l'écart entre les centres urbains riches comme Tbilissi et les zones très rurales de Géorgie qui ont en fait voté pour le Rêve géorgien, où la pauvreté est beaucoup plus élevée. Mais c'est un pays qui est en réalité dans une bonne situation économique, allant dans une bonne direction. Il n'y a aucun signe après la guerre en Ukraine, nous pourrons peut-être en parler un peu plus tard, qu'il ait été freiné. Cela soulève donc la question, je suppose, quels sont les avantages à long terme pour la Géorgie de l'adhésion à l'UEM d'un point de vue économique. Maintenant, mon avis est que les pays devraient commercer avec tous les pays. Comme, vous savez, la Géorgie commerçant avec l'UEM a clairement du sens si ça fonctionne pour les exportateurs géorgiens, si ça fonctionne pour les exportateurs de l'UEM, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est un choix que la Géorgie devrait commercer avec tout le monde, autant qu'elle le peut. Mais en plus du commerce, quels sont vraiment les avantages plus larges pour la Géorgie de l'adhésion à l'UEM? Quand on regarde la situation économique, la Géorgie a en fait perdu. Vous savez, quand on regarde les données, ce sont des données européennes. Ce ne sont pas des données russes ou autre chose. Ce sont des sources de données crédibles.
Si l'UE commerce beaucoup, alors les avantages de l'UE sur la Géorgie ont progressivement augmenté depuis que la Géorgie a signé l'accord de libre-échange approfondi et complet en 2014, qui a ensuite été mis en œuvre en 2016. Ainsi, d'un point où l'UE exportait 3 fois plus vers la Géorgie qu'elle n'importait de la Géorgie, maintenant c'est presque 6 fois plus dans certains cas que l'UE exporte vers la Géorgie qu'elle n'importe de la Géorgie. L'Allemagne exporte 7,8 fois plus vers la Géorgie qu'elle n'importe de la Géorgie. Alors ce grand déséquilibre commercial s'est accumulé où les exportateurs de l'UE vendent plus à la Géorgie, mais les exportateurs géorgiens ne vendent pas réellement plus en Europe. Ce qui soulève alors la question, eh bien en fait, c'est un bénéfice négatif. C'est un désavantage pour la Géorgie d'avoir des liens plus étroits avec l'UE. Ensuite, vous regardez le tableau des investissements. Les investissements n'ont pas vraiment changé massivement de l'UE vers la Géorgie depuis la signature de l'ALEAC. Cela soulève donc la question, eh bien économiquement, si la Géorgie ne bénéficie pas et perd même de son lien renforcé avec l'UE, quels sont les avantages de l'adhésion à l'UE? Ce qui vous amène alors à tout l'agenda des valeurs et ce genre de choses. Cela devient beaucoup plus une question d'économie, alors que nous pensions que l'adhésion de la Géorgie à l'UE concernait quelque chose de plus éthéré comme des valeurs et ce genre de choses, vous savez. Et d'autres questions préoccupantes comme, eh bien, si la Géorgie devient membre de l'UE, alors, vous savez, nous devrions imposer des sanctions contre la Russie et toutes ces choses très très difficiles. Donc, l'argument économique n'est pas vraiment là ou n'a pas encore été prouvé. Vous savez que la Géorgie va bénéficier de l'adhésion à l'UE, ce qui, vous savez, me pousse à poser la question, eh bien, avec l'adhésion de la Géorgie à l'UE, quels sont les véritables avantages pour la Géorgie, un pays qui semble aller dans une très bonne direction sans cela? D'où vient donc ce déséquilibre commercial? La Géorgie n'a-t-elle tout simplement pas assez de produits locaux ou de biens industriels à vendre à l'UE? Ou bien l'UE n'est-elle tout simplement pas intéressée par ce qui est disponible? Ou y a-t-il en fait des obstacles qui empêchent certains produits que la Géorgie pourrait exporter d'aller vers l'UE? L'UE est assez active en Asie. Elle a imposé 58 procédures d'enquête commerciale contre la Géorgie. Ce sont des procédures qui restreignent en fait les avantages sans tarif pour certains biens importés de Géorgie et limitent l'accès pour certains biens venant de Géorgie. Donc vous savez, l'UE, depuis au moins 2021, a activement mis en place des blocages pour empêcher certains produits géorgiens d'être importés dans l'UE. Maintenant, cela a été dissimulé sous le prétexte de eh bien, vous savez, c'est pour empêcher la Géorgie d'agir comme intermédiaire pour contourner les sanctions contre la Russie. Mais il y a en fait très peu de preuves pour prouver cela. Il y a une très bonne étude suisse qui a en fait dit, eh bien en réalité, non, il y a très peu de preuves pour étayer ce genre d'allégations. C'est purement une sorte de mesure de protection commerciale de l'UE contre la Géorgie. Et bien sûr, la Géorgie n'a pas les mêmes protections contre les produits de l'UE. Par exemple, il y a un déséquilibre de 8 fois plus de produits allemands et environ 6 fois plus de produits français sont exportés vers la Géorgie qu'importés de Géorgie. Ce qui m'a intéressé, c'est que dans les pays d'Europe occidentale comme l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et la Pologne, c'est là que le déséquilibre semble être le plus grand. Les pays d'Europe occidentale vraiment puissants semblent avoir le plus bénéficié de la signature de l'ALEAC, alors que les pays de l'UE plus proches de la Géorgie n'en ont pas autant bénéficié. Ils ont une approche plus équilibrée.
Je parle de l'exemple de la Bulgarie, qui est, je pense, peut-être le seul pays de l'UEM où elle importe plus de Géorgie qu'elle n'exporte vers la Géorgie. Je soutiens que cela est en partie dû à la géographie, car le commerce est en grande partie une question de géographie. Les gens ont tendance à commercer avec ceux qui sont plus proches d'eux. En termes généraux, c'est plus facile, ça coûte moins cher. Vous voyez cela avec la Bulgarie, qui a en fait un déficit commercial avec la Géorgie. Mais les puissants pays d'Europe occidentale, ceux où se trouvent toutes les institutions de l'UNOMER, comme la Belgique également, ont massivement bénéficié de cela et ont été ceux qui ont mis en place des mesures restrictives contre les produits géorgiens en même temps. Je veux dire, en un sens, c'est aussi quelque chose de très normal. Nous avons vu cela avec l'Ukraine aussi, n'est-ce pas? Malgré tout le discours, nous soutiendrons l'Ukraine, quoi qu'il en coûte, et tout ce dont vous avez besoin, nous vous le donnerons. Si l'Ukraine dit qu'elle aimerait exporter son grain sans tarif ni barrière vers l'UEM, alors l'UEM dit non. Non, mon ami. Nous aurons des barrières élevées. Nous protégerons nos marchés. Donc je veux dire, l'amitié se termine très rapidement quand il s'agit de cette question commerciale. Maintenant, savez-vous quels sont les secteurs géorgiens contre lesquels l'UEGOB est en fait très protectrice, comme elle ne voudrait pas immédiatement tout échanger aussi librement que possible? C'est beaucoup. Ce sont des choses comme la vaisselle, vous savez, des assiettes. Et c'est une liste très très détaillée. Je vous encourage à la consulter. Il n'y a pas vraiment de conseil unique. Cela tend à être quelque chose qui est en quelque sorte, vous savez, traité. Cela va, vous savez, jusqu'à un certain point. C'est une liste assez détaillée en termes d'agriculture, un peu moins, curieusement. Mais c'est un autre domaine où l'adhésion à l'UEM sera problématique pour la Géorgie. En effet, comme vous le dites, l'Ukraine a trouvé, à cause de ses voisins, la Pologne en particulier, une résistance aux produits agricoles ukrainiens bon marché. Donc en fait, si vous regardez les exportations géorgiennes en général, il y a un panier assez varié de choses qu'ils font. C'est tout un peu de gamme moyenne, en particulier les producteurs de grande valeur, les produits et tout ça, en plus des exportations de vin, de métaux précieux et de produits agricoles. Et c'est généralement ce genre de zone intermédiaire où il y a beaucoup de mesures, parce qu'ils pensent qu'elles viennent de Chine ou de Russie et ce genre de choses politiques. Mais ce que cela fait, bien sûr, c'est que cela a généralement un effet dissuasif sur l'exportation, parce que les exportateurs voient que c'est toute la bureaucratie à travers laquelle il faut passer pour exporter quoi que ce soit vers l'UEM. Cela fait penser à beaucoup d'exportateurs que, eh bien, peut-être que c'est tout simplement trop difficile. Nous n'essaierons même pas. D'où vient donc ce chiffre de croissance de 6%? Alors, le commerce avec la Russie et avec d'autres partenaires est-il actuellement plus bénéfique pour la Géorgie? La croissance en Géorgie a été largement menée par l'investissement, en fait. Et ce n'est pas nécessairement mené par l'investissement direct étranger, c'est mené par l'investissement domestique. L'investissement est stimulé par les politiques gouvernementales. La Géorgie est également un pays avec une forte consommation. Les gens aiment gagner leur argent et dépenser leur argent. C'est l'opposé de la Chine, où les gens aiment prêter leur argent et épargner leur argent. Eh bien, vous savez, en Géorgie et dans d'autres endroits comme la Russie, les gens ont tendance à avoir une plus grande propension à dépenser leur argent. Ainsi, les dépenses, la consommation privée et l'investissement domestique sont les deux moteurs clés en Géorgie. Ils obtiennent également de bonnes exportations de services, ce qui aide du côté de la balance commerciale parce que la Géorgie est un pays fabuleusement beau. Vous savez, si vous le visitez, ils ont l'industrie du tourisme là-bas.
donc cela génère aussi des revenus. Mais c'est en grande partie la croissance des investissements et de la consommation privée en Géorgie. Ce n'est pas vraiment à cause de facteurs externes nécessairement. Je veux dire, la Géorgie a un déficit commercial. Même malgré ses avantages dans les services, elle enregistre constamment un déficit du compte courant. Par exemple, elle reçoit des investissements étrangers, mais pas à des niveaux élevés. Donc oui, ce sont en grande partie des facteurs domestiques qui ont conduit ces trajectoires de croissance. Alors, interprétez-vous la victoire de Georgian Dream comme une partie de la population géorgienne disant « Regardez, nous devrions continuer cette voie économique de commerce avec tout le monde, sans essayer de s'intégrer complètement dans un bloc ou un autre. Parce que l'UML, bien sûr, offre de grands avantages, n'est-ce pas? Mais ceux-ci ont un coût. Et vous venez d'un pays qui a officiellement dit « Nous ne voulons plus de ce coût » et est parti. Et je viens d'un pays qui a dit « Nous ne voulons pas de ce coût. Nous n'avons jamais adhéré, n'est-ce pas? » Donc certains pays décident simplement que l'Unitaria elle-même, malgré le fait d'être un partenaire très important, n'est tout simplement pas la voie à suivre pour s'intégrer. Oui, exactement. Vous savez, je pense que pour les gens ordinaires, en particulier les Géorgiens, en dehors des centres urbains très métropolitains, ils se demandent un peu de quoi il s'agit. Et ils voient un pays qui va en fait généralement dans une direction positive. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je ne pense pas que l'argument soit nécessairement avancé de toute façon. En temps voulu, il peut y avoir des avantages à l'adhésion. Je veux dire, si vous voyez toute la presse occidentale rapporter à peu près tous les reportages occidentaux sur l'élection, c'est tout à un niveau très général, tout comme c'était en Ukraine. Vous savez, comme « Oh, c'est notre UE, vous savez, notre choix européen, et vous savez, nous allons en bénéficier tellement. » Mais personne n'explique vraiment quels seront ces avantages. Il le présente simplement de manière très générale et visionnaire, en suggérant que nous serons bien mieux lotis. Mais les gens ne sont pas encore vraiment convaincus de cela. Ils voient le pays comme peut-être imparfait, et peut-être que le rêve géorgien n'est pas le meilleur au monde. Mais face à une opposition très fragmentée, c'est la meilleure alternative disponible. Et le pays va dans la bonne direction. Donc nous allons rester avec ça. Et quand nous parlons de cette configuration économique également, quel pensez-vous être l'avantage comparatif de la Géorgie, en tenant compte aussi de sa position géographique et avec qui elle peut commercer? Parce que, comme vous l'avez dit, la Géorgie, géographiquement, est juste à l'extérieur de ce qui est considéré comme le continent européen. Bien que je doive dire que je trouve cela étrange. L'Eurasie est le seul continent que nous divisons en fonction d'un système de frontières très artificiel. Quoi qu'il en soit, laissons ça de côté. Je suis d'accord. Mais c'est à l'est de la Turquie, ce dont l'UNMWM est très clair. Il me semble qu'elle ne rejoindra probablement jamais. Il y a donc aussi cette question géographique à traiter. Mais oui, vous avez raison. Mais il a un voisinage, n'est-ce pas? Il fait partie du Caucase du Sud. Il peut commercer avec le Caucase du Nord, qui serait alors bien sûr la Russie. L'Iran est un voisin très proche. Quelles sont les opportunités en fait pour la Géorgie de commercer avec ses voisins? Eh bien, en fait, la Géorgie a probablement sa meilleure relation commerciale avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec lesquels elle a, je crois, un excédent commercial. Elle exporte plus vers ces pays qu'elle n'importe d'eux. Elle a, en réalité, une relation désavantageuse avec la Turquie, qui la surpasse massivement en termes d'exportation turque par rapport aux importations géorgiennes. Mais certainement avec le Caucase du Sud, c'est un pays avec une relation commerciale très avantageuse, et avec la Russie,
Elle a un déficit, mais elle a aussi des exportations significatives vers la Russie. La relation énergétique est évidemment une relation très importante là-bas, vous savez aussi. Donc oui, je veux dire, dans son voisinage, elle a en quelque sorte des amis équitables, peut-être plus qu'avec l'UMEVER. Si vous regardez l'Eurasie, les pays eurasiens, vous savez, les anciens pays soviétiques, y compris la Russie, l'Inde, la Chine, vous savez. Et en fait, la Turquie, si vous considérez la Turquie comme un pays eurasien, si vous comparez le genre de désavantage avec le commerce de lui-même, je pense que c'est seulement, vous savez, 2 fois plus. Vous savez, les pays eurasiens exportent 2 fois plus vers la Géorgie qu'ils n'importent de la Géorgie, ce qui est en quelque sorte moins de la moitié du désavantage de commercer avec l'UMEVER. Donc encore une fois, vous voyez que la géographie joue vraiment un rôle là-dedans. La Géorgie peut avoir un commerce plus avantageux avec les pays eurasiens par rapport aux pays de l'Union européenne. Et vous étiez, corrigez-moi si je me trompe, lorsque vous étiez à Moscou, vous étiez le conseiller commercial, n'est-ce pas? Économique. Conseiller économique. Donc, votre travail consistait littéralement à être le diplomate responsable, eh bien des négociations commerciales, n'est-ce pas, avec des homologues? Oui. Si vous faisiez le même travail pour la Géorgie, comme dans les États partenaires, que recommanderiez-vous aux conseillers économiques géorgiens sur la façon d'aborder ces déséquilibres commerciaux au niveau diplomatique? Que faites-vous pour réduire ces déséquilibres commerciaux? Eh bien, je veux dire, il y en a que vous ne pouvez tout simplement pas, vous savez, réduire. Bien sûr, la dépendance énergétique est une grande cause de l'un des déséquilibres là-bas. Mais concentrez-vous sur ses avantages, certains métaux, l'agriculture, le vin, mais aussi en fait, et c'est quelque chose que la Géorgie fait déjà, chercher à développer son économie et à la faire monter dans la chaîne de valeur. Parce qu'en fait, une grande partie de ce que la Géorgie exporte actuellement est assez bas dans la chaîne de valeur. Elle va en fait passer à des services de production à haute valeur et à valeur ajoutée, et ce genre de choses. La Géorgie semble avoir un avantage dans les services. Vous savez, lorsque vous avez une population talentueuse et bien éduquée, notamment dans les centres de services, le développement du secteur des services est un domaine clé de croissance, car la Géorgie aura du mal à avoir des avantages en termes d'échange de biens, mais en termes d'échange de services, je pense que c'est un domaine de consensus. Je pense que c'est déjà, en fait, dans la stratégie du gouvernement géorgien, qui reconnaît la nécessité de promouvoir des facteurs de production à plus forte valeur ajoutée au sein de la société pour offrir de meilleures opportunités d'emploi aux jeunes diplômés universitaires. Le chômage en Géorgie est encore très élevé. Et s'ils peuvent résoudre cela, cela stimulera automatiquement la croissance dans le secteur des services, ce qui aidera la Géorgie à passer à un territoire de services de compte courant plutôt qu'au territoire de déficit constant dans lequel elle se trouve actuellement. Désolé, tout cela est très technique, mais malgré tout cela, la Géorgie a réussi, car tout pays qui enregistre un déficit peut se retrouver avec un problème de dette assez important. Lorsque vous importez plus que vous n'exportez, vous créez un grand écart en termes de réserve de change. Vous avez besoin de capital pour le soutenir. Mais la Géorgie est capable de maintenir des niveaux de dette assez sains grâce à sa gestion des biens et macroéconomique. Oui, bien sûr. Le problème est alors que vous devez importer des produits de vos partenaires dans leur devise, ce qui signifie que vous devez obtenir leur devise. Et c'est là que le déséquilibre se produit. Mais comment gériez-vous cela? Parce qu'il y a plusieurs façons de traiter ce problème également. Je veux dire, surtout que les pays du Sud global sont maintenant plus ouverts à l'idée de faire simplement des échanges de devises, n'est-ce pas?
afin de récupérer votre devise nationale et d'utiliser davantage votre devise nationale pour payer des biens étrangers. Est-ce une voie à suivre dans ce monde plus multipolaire, maintenant que la Géorgie peut aussi regarder des pays comme la Chine et la Russie et dire « Les gars, nous voulons continuer à commercer. Et si nous avons un déficit, nous avons un déficit. Mais nous devons faire des échanges de devises pour rendre cela possible. » Oui, et en fait, les swaps de devises pourraient également faciliter le processus de négociation, n'est-ce pas? Vous savez, réduire le coût de cette transaction. Donc oui, la livre turque, le rouble russe, le yuan chinois, vous savez, toutes ces sortes de devises pourraient être utiles. Et puis certainement, en quelque sorte, les dirhams des Émirats arabes unis ont également grimpé dans la liste des bonnes devises de négociation avec les roupies indiennes. Donc oui, je pense que ça vaut la peine d'être examiné. Je pense que cela va avoir de grands avantages aux marges du commerce. Je veux dire, le scénario est potentiellement de commercer davantage en fin de compte. Mais ces choses peuvent sans aucun doute aider lorsque vous réduisez la dépendance au commerce en euros et en dollars. Bien sûr, cela doit avoir été un avantage. Et vous savez, la Géorgie a également été critiquée pour avoir en fait construit un projet de port avec la Chine. Bien que le type de poursuites qui en ont résulté ait conclu qu'il n'y avait pas d'approche inappropriée de la part du gouvernement, ce genre de nouvelles relations avec des partenaires commerciaux qui ne sont pas des partenaires commerciaux traditionnels de la Géorgie, comme la Chine, et également l'engagement dans les services. Est-ce que cela quelque chose que vous encourageriez, ou êtes-vous plutôt de l'avis que non, restez dans la région et essayez de développer davantage avec les voisins immédiats? Mon point de vue est que les pays devraient commercer avec n'importe quel pays avec lesquels il est logique pour eux de commercer. L'investissement est différent parce que, vous savez, la géographie est un facteur moins critique dans l'investissement, n'est-ce pas? Vous savez, si l'investissement est des flux de capitaux, le capital est en quelque sorte moins cher à déplacer autour du continent que les marchandises. Et si vous regardez la Chine en particulier, la Chine est un partenaire d'investissement croissant, vous savez, avec la Géorgie pour les raisons que vous avez exposées, projet portuaire, projet de la ceinture et de la route, et ce genre de choses. C'est moins significatif pour le moment en tant que partenaire commercial avec la Géorgie, mais cela se développe en quelque sorte. Donc oui, je veux dire, je pense qu'il faut commercer avec tout le monde, construire des partenariats d'investissement. Je veux dire, la zone de croissance en ce moment se trouve dans le sud global et le monde des BRICS, avec ce qui s'est passé à la suite de cette évolution que nous avons vue récemment au sommet de Kazan. Cela a été un phénomène croissant qui a vraiment décollé, je pense, au cours des 3 dernières années. C'est le plus grand type d'identité collective en tant que forum inclusif pour l'engagement, mais aussi pour la coopération économique. Donc, vous savez, mettre tous vos œufs dans le panier de l'UMEBR me semble trop limitant, car si vous faites cela, vous subordonnez essentiellement votre politique commerciale à l'UMEBR. Vous ne pouvez pas avoir ces relations plus ouvertes avec des blocs comme les BRICS, parce que l'UMEBR vous en empêcherait. Ainsi, comme les BRICS sont désormais responsables et représenteront bientôt plus de la moitié de la population mondiale, cela doit être un choix stratégique à long terme, plus lucratif pour la Géorgie à considérer. Et les petits pays comme la Géorgie ont-ils réellement un certain levier pour négocier un meilleur équilibre commercial? J'ai eu une discussion la semaine dernière avec l'un des anciens ministres des Affaires étrangères de Malte, et il m'a raconté comment il était allé au Japon dans les années 1980 et avait dit aux Japonais « Écoutez, nous sommes petits, mais vous devez acheter plus de nous. »
le déséquilibre commercial est trop important. Nous exigeons que vous achetiez plus. Et il a réussi finalement à leur faire acheter des services de Malte dans l'infrastructure portuaire, si je me souviens bien. Mais il y est allé en tant que diplomate et a dit, les gars, vous devez acheter. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait encore de nos jours? Que vous savez, au niveau diplomatique, vous allez simplement voir l'autre partenaire et dites comme, faites quelque chose, achetez plus de nous. Et les convaincre de le faire. Oui, je veux dire, la diplomatie d'État est une partie clé de l'activité diplomatique, n'est-ce pas? Vous encouragez toujours plus d'accords commerciaux, des accords commerciaux plus favorables. Donc c'est essentiel. Mais vous savez, la Géorgie est un pays de 3 millions de personnes face au bloc de l'UPRM de 500 millions de personnes. Il y a un déséquilibre de pouvoir massif là-bas. Et oui, bien sûr, ils peuvent et devraient essayer de le faire. Je dirais avec l'Allemagne et la France en particulier, où se trouvent les plus grands déséquilibres commerciaux, mais en reconnaissant qu'en réalité, ils ont un pouvoir limité pour conclure de grands accords. De toute façon, les grandes décisions prises à Bruxelles impliquent toujours des marchandages. La décision ultime est de savoir si l'effort que la Géorgie devra y consacrer vaudra réellement les bénéfices possibles qu'elle en retirera. Jusqu'à présent, depuis la signature de l'ALECA il y a 10 ans, la tendance a été à la baisse et non à la hausse. Des négociations ont dû avoir lieu, n'est-ce pas? Et pourtant, ce déséquilibre s'est accru. Cela ne serait-il pas en fait une raison pour le ministre des Affaires étrangères de la Géorgie de se rendre à Bruxelles et de dire « D'accord les gars, regardez, nous avons cet accord et il ne nous rapporte pas grand-chose. Donnez-nous un meilleur accord. » C'est une sorte de diplomatie commerciale, bien sûr. Mais mon point est qu'ils doivent sûrement déjà le faire. Oui, probablement, je ne sais pas. Mais oui, bien sûr. Mais je veux dire, voyons s'ils essayent de le faire. Mais je veux dire, rejoindre l'UE à long terme, oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'en fait, à court terme, étant donné que ça prendra au moins une décennie, 15 ans à venir, à court terme, il se passe tellement d'autres choses dans le monde, de manière plus dynamique autour de ce qui se passe dans le sud global, que la Géorgie devrait également envisager des opportunités là-bas. Ce serait un peu fou de ne pas le faire. Bien sûr. Mais je veux dire, aussi l'expérience de votre pays, de la Grande-Bretagne et d'autres. Je veux dire, il existe également des moyens pour la Suisse d'avoir une configuration économique avec l'Union européenne sans y adhérer. La question est celle des modalités, n'est-ce pas? Disons aussi que l'Union européenne a un accord de libre-échange avec le Canada. Et je pense que le Canada en est assez satisfait. Les accords de libre-échange permettent également une grande intégration économique sans rejoindre une union. Quel est, de votre point de vue, le dispositif le plus bénéfique pour un membre non UBEL pour s'engager avec l'Union européenne? Eh bien, je dirais que pour des pays comme la Géorgie, probablement à plus long terme, la configuration la plus bénéfique est de s'en tenir à un accord de libre-échange et de ne pas aller au-delà. Car au-delà, les avantages sont en quelque sorte, s'ils sont décrits comme des avantages, plus politiques qu'économiques, de toute façon. Si vous avez un accord de libre-échange et que vous obtenez l'adhésion, d'accord, vous pouvez obtenir des fonds structurels de l'UE si vous le faites. Vous n'allez pas rejoindre dans les mêmes conditions que les membres existants de l'UE, comme nous l'avons vu avec l'Ukraine, très visiblement cette idée d'une Europe à deux vitesses. L'idée que des économies en développement, comme la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, puissent rejoindre avec les mêmes avantages que les membres actuels de l'UE n'est clairement pas vraie. Donc restez avec un ALE, établissez de très bonnes relations commerciales,
développer ses relations commerciales et essayer de réduire le déséquilibre dans ce commerce. Créer un espace pour développer vos services, etc. Mais les avantages réels plus larges ne me sont pas vraiment prouvés. De plus, tout cela, de l'alignement des sanctions, et maintenant Liu Wei veut ouvrir sa propre agence d'espionnage et toutes ces sortes de choses. Alors vous dites, eh bien, en fait, est-ce ce à quoi ils veulent adhérer? Je ne sais pas. Avez-vous également examiné comment les nouveaux membres de l'UMMEM, en particulier ceux qui ont rejoint en dernier, se sont développés économiquement? Pouvons-nous également tirer des leçons de leurs expériences? Je veux dire, la Croatie, je pense, se débrouille très bien dans l'Union européenne, bien que je n'ai pas de chiffres en tête. Mais nous avons d'autres membres qui ont des difficultés, comme la Roumanie et la Bulgarie, qui ne sont pas au même niveau économique. Et si vous regardez la souffrance, la manière dont la Grèce a beaucoup souffert de la façon dont elle a été traitée en 2010, il y a des préoccupations légitimes pour les États membres de l'UMPV concernant la manière dont le centre interagit avec la périphérie. Oui, exactement. Et une grande partie concerne le déséquilibre dans la structure des économies, n'est-ce pas? Je veux dire, vous avez des pays comme l'Allemagne et la France. Ce sont des économies très avancées. Et le problème avec la Grèce était que la Grèce n'était pas une économie très avancée et a essayé de créer un alignement fiscal, un alignement de la politique monétaire et ce genre de choses. Et entre la Grèce et des pays comme l'Allemagne, il était très évident que cela allait échouer. Vous savez, parce que les coûts pour la Grèce de se hisser au même niveau macroéconomique robuste que l'Allemagne allaient être trop élevés. Et c'est pourquoi cela a échoué. Vous regardez la Roumanie et la Bulgarie, et économiquement, elles ne sont nulle part près du niveau de développement économique de l'Allemagne et de la France. Ce n'est pas vraiment dans l'intérêt de l'Allemagne et de la France de leur permettre de devenir ainsi. Donc elles restent un peu à la périphérie, comme vous le dites. Dieu merci. Elles n'ont pas décidé d'aller beaucoup plus loin en termes d'intégration monétaire qu'elles ne l'ont fait. C'est simplement plus difficile de s'intégrer quand on est structurellement différent. Si vous conduisez depuis la Pologne, comme j'ai l'habitude de l'appeler, vous savez, la Pologne a remarquablement bien réussi grâce à l'intégration dans l'UMREM. La Pologne ressemble maintenant à une économie assez avancée, et c'est, vous savez, jusqu'à Berlin. Tout semble pareil, vous savez, économiquement, en termes d'infrastructures, en termes de flux d'investissement, de développement des services, vous savez tout. Chaque pays a ses avantages particuliers, mais cela semble et se ressent de manière similaire. Et vous pouvez voir pourquoi la Pologne a bien réussi, parce qu'elle a fait l'investissement. Elle s'est mise en avant. Si vous allez en Roumanie, cela ne ressemble pas à la même chose. Et il y a ce genre de choses très visuelles, n'est-ce pas? Qu'en fait, il est difficile, quand vous êtes économiquement moins prospère, de rejoindre l'U-Parent Tour parce que les autres membres sont tout simplement économiquement beaucoup plus avancés que vous. Et le coût pour vous de parvenir à leur niveau est franchement tout simplement élevé et dans certains cas peut vous briser. Oui, et c'est pourquoi il est plus logique pour ces économies de jouer sur leurs points forts, ce qui consiste en partie à avoir des coûts de production plus bas. Et c'est là que c'est si injuste que la première chose que fait l'UMMEM, c'est de dire, par exemple, « D'accord, non, nous n'importons pas votre grain bon marché. Nous n'accédons pas à vos services bon marché parce que cela rivaliserait avec nos producteurs locaux. » Mais c'est précisément là que réside votre avantage compétitif, sur lequel vous pouvez jouer et que vous pouvez exporter si vous le pouviez. Mais ce n'est pas ce que les grands vous permettront de faire.
Mais, et bien sûr, cela concerne également la structure des subventions de l'UML. Oui, j'ai fait une sorte de reportage sur l'Ukraine récemment, à la suite de l'appel téléphonique piégé de Sikorsky, il y a environ un mois. Et vous savez, prenez l'Ukraine, et en fait la Géorgie est à peu près dans le même bateau, mais d'une manière beaucoup plus petite. L'UMR ne pourrait pas se permettre de donner à l'Ukraine le niveau de subvention agricole qu'elle accorde aux autres membres existants de l'UPETR. L'agriculture ukrainienne est tout simplement trop performante en termes de taille et de production. Et si l'UMR devait accorder à l'Ukraine le même niveau en termes de taille de population, de production agricole et de ce type de subvention que les membres existants, qu'est-ce que subvention membre actuelle? Oui, Et les membres existants disent, eh bien, en fait, non merci. Surtout la Pologne. Par exemple, cela s'applique autant à la Géorgie qu'à l'Ukraine. La Pologne reçoit plus de fonds structurels de l'UNFLMR que tout autre pays de l'URPLR, parce qu'elle a une si grande population. Elle reçoit d'énormes montants de fonds structurels. Si l'Ukraine rejoignait, soudainement la Pologne devrait contribuer aux fonds structurels. Il devrait payer pour des pays moins développés comme l'Ukraine. Il ne recevrait plus 6 milliards d'euros supplémentaires par an. Il paierait des milliards d'euros. Donc la même chose s'applique lorsque vous intégrez certains pays moins développés économiquement. L'UE doit payer. S'ils respectent les mêmes normes que tout le monde, l'UE doit payer. Les pays les plus riches de l'UEML doivent payer pour les amener à un meilleur niveau. Et cela devient de plus en plus insoutenable, parce que si tous les pays qui voulaient rejoindre l'UEML étaient des économies avancées, ce ne serait pas un problème, n'est-ce pas? Vous savez, si la Norvège décidait de rejoindre elle, ce ne serait pas un problème, parce que la Norvège est une économie avancée. Je sais que cela n'arrivera pas, mais si la Suisse, vous savez, je sais que la Suisse est contre l'adhésion à l'UMMR. Mais si la Suisse voulait rejoindre l'UMMR, ce problème ne se poserait pas. Vous n'auriez pas à vous soucier des subventions agricoles ou, vous savez, des fonds structurels pour la Suisse parce que la Suisse a déjà beaucoup d'argent. oui, Même l'Ukraine et la Géorgie n'ont pas beaucoup d'argent. Et vous devez payer, vous savez, vous devez les subventionner et payer des fonds structurels. Et cela casse le système. C'est quelque chose que vous ne pouvez tout simplement pas surmonter. Et personne n'en parle. Mais, vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes parlent d'une approche à deux vitesses. Et bien sûr, c'est ce qui est proposé à la Géorgie dans 10, 15 ou 20 ans, être un membre de seconde classe du club. oui. C'est exactement pourquoi certaines personnes disent qu'il serait en fait autodestructeur pour l'UMECOMENEW d'admettre l'Ukraine en accéléré, juste pour prouver un point à la Russie. Cela ne va pas fonctionner. Ce serait autodestructeur parce que vous créeriez tous ces déséquilibres au sein de l'économie locale de l'UMECOMECO, qui créeraient probablement tellement de friction que vous pourriez avoir d'autres qui diraient simplement « Non, je sors. Je ne vais pas perdre. » Je veux dire, le Royaume-Uni est déjà parti parce qu'il a largement dit que nous n'en tirons pas assez. Au moins une bonne partie de la population a estimé que le Royaume-Uni était du côté désavantagé d'un bâton déséquilibré. Eh bien, nous étions en fait, et avons toujours été, des contributeurs nets au budget de l'Union européenne. Nous avons toujours été les pays qui subventionnent des pays comme la Pologne. Et c'est bien. Je veux dire, je suis tout à fait pour cela. Ne vous méprenez pas. Mais c'est plus du côté réglementaire que je pense, en fait, que le problème est davantage que des personnes à Bruxelles décident de nos règles au Royaume-Uni. Et je pense que c'est vraiment cela qui posait problème pour le Royaume-Uni, plus nécessairement que le coût économique, car nous avons perdu en termes de subventions agricoles.
Donc vous savez, c'est une vision beaucoup plus large, mais je pense que c'est plus du côté réglementaire. Je pense que cela fait partie de ce qui va au-delà de l'économie. Encore une fois, en fait, de quoi s'agit-il dans l'Human Whale? Elle devient, d'un point de vue réglementaire, presque comme un super-État, vous savez. Et je ne pense pas vraiment que c'était l'intention, vous savez, lorsque des personnes comme Monet ont mis en place l'Human Whale. Cela a vraiment commencé comme un bloc économique pour promouvoir un commerce plus libre et à travers cela, de meilleures relations de voisinage. Vous savez, et la paix sur le continent européen, n'est-ce pas? Mais je pense que le côté réglementaire est ce qui finira par le défaire. La question est de savoir si von der Leyen va centraliser davantage ou si elle souhaite que les institutions de l'UME aient plus de pouvoir. Vous savez, ces querelles ridicules qu'elle a actuellement avec la Hongrie, où les gens ostracisent activement la Hongrie parce que Orban a une vision différente de la politique étrangère par rapport à certains autres membres. Cela est profondément contre-productif, vous savez, pour l'UE à long terme. Et vous savez, ces types de fissures, où des gouvernements de plus en plus nationalistes entrent en conflit avec les institutions de l'UE, posent une véritable menace stratégique pour l'UE Forward à long terme. Si c'est juste une question de commerce, alors, vous savez très bien, mais ça devient bien plus qu'une question de commerce. Oui, je pense que c'est là que les petits pays comme la Géorgie et ainsi de suite doivent vraiment réfléchir à la manière de négocier leur chemin avec l'UPM, tout en utilisant les avantages de ce nouveau système multipolaire. Et aussi dire, par exemple, d'accord, nous pouvons vous acheter ou vous vendre ceci, ou nous pouvons acheter et vendre à la Chine. Que proposez-vous? Je veux dire, c'est l'un des avantages d'être en dehors du club, n'est-ce pas? Vous avez plus personally accident, ne faut pas. Oui, je veux dire, regardez des pays comme Singapour. Je veux dire, ils commercent avec tout le monde. Et ils n'ont pas besoin d'être, je veux dire, évidemment, ils font partie de l'ASEAN, vous savez, bien sûr. Mais c'est l'un des pays les plus dynamiques, innovants et prospères de la planète. Les Émirats arabes unis sont exactement les mêmes, vous savez, des endroits fantastiquement dynamiques. Vous savez, pourquoi devez-vous ressentir que vous ne pouvez être légitime que si vous rejoignez un club de personnes qui ne vous verront jamais comme un égal? C'est vrai, il y a des opportunités. Et comme vous l'avez justement dit, la Géorgie a déjà prouvé qu'elle prospère en dehors de l'Union. Alors pourquoi ne pas simplement continuer sur cette voie? Exactement. Ça va incroyablement bien. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Le chômage des jeunes est beaucoup trop élevé, mais la trajectoire est bonne. Ils ont reconnu la nécessité de vraiment développer leur secteur et d'améliorer les opportunités pour les personnes sortant de l'enseignement supérieur, d'obtenir des emplois à plus forte valeur ajoutée. Ces améliorations ont été ironiquement freinées par la guerre en Ukraine. Avec un afflux massif de centaines de milliers de personnes de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie fuyant la guerre, des nomades numériques qui évinçaient l'emploi des jeunes en Géorgie. Ironiquement, la guerre a constitué un énorme revers pour la Géorgie, une guerre que bien sûr l'Union européenne a financée. Oui, absolument vrai. Et la chose la plus importante est d'éviter une guerre soi-même, n'est-ce pas? Je veux dire, vous prospérerez éventuellement tant que vos affaires ne seront pas détruites. Ayez simplement de bonnes relations avec tout le monde. Pourquoi devrait-on dire « choisissons l'Europe et pas la Russie » ? Pourquoi pas l'Europe et la Russie? Et l'Iran et l'Azerbaïdjan? Et la Chine, et l'Iran, lesquels aussi. La Chine et la Turquie, pourquoi devez-vous choisir? Totalement d'accord.
Totalement d'accord. Nous arrivons à la fin du temps que nous avions prévu, mais c'est une discussion très utile, encore une fois, pour se concentrer un peu moins sur les questions idéologiques et parler d'économie. Oui, mettons de côté l'idéologie et concentrons-nous simplement sur la construction de relations multipolaires, car c'est l'avenir du monde. Choisir et sélectionner, se concentrer sur les valeurs, s'aligner trop étroitement avec des motivations politiques comme les sanctions et ce genre de choses. Pour un petit pays de 3,1 millions d'habitants comme la Géorgie, ça pose simplement des risques, franchement. Je veux dire, voilà. L'UMEL va-t-elle venir en aide à la Géorgie si une guerre éclate? Je veux dire, elle n'est pas venue en aide à l'Ukraine, à part envoyer de l'argent, mais voilà. Des armes, des armes. Ils leur ont envoyé ce dont ils ont besoin pour courir vers les balles russes. Ce qui est pour moi le contraire d'aider, mais d'accord. Yann, où les gens peuvent-ils te trouver s'ils veulent lire plus de tes écrits? Tu publies sur Responsible Statecraft ou d'autres. Oui, j'ai Strategic Culture, j'ai ProudDiplomat.com, je suis sur X, il y a Proud Diplomat. Donc regardez ces endroits et achetez mon livre parce qu'il est vraiment fascinant sur les erreurs que le Royaume-Uni a faites dans sa relation avec la Russie, qui ont finalement conduit à cette guerre dévastatrice que nous devrions faire de notre mieux pour mettre fin le plus tôt possible. Un inadapté à Moscou. Comment la diplomatie britannique en Russie a échoué. Je le recommande vivement à tout le monde. Ian Proud, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal. Meilleur reviewing das.